m'appesantir sur les bonnes pratiques. La communication précédente a essayé de poser les bases de la notion de bonne gouvernance, d'état de droit et de lutte contre les discriminations. J'aimerais dire que la question au cœur de ma communication est la suivante. Que faire en tant qu'organisation de la société civile pour promouvoir l'état de droit et renforcer la lutte contre la discrimination dans un contexte de promotion, dans un contexte de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, l'état de droit et la lutte contre la discrimination sont des concepts liés, inextricables. Et sur le terrain, nous, organisation de la société civile, nous avons des actions concrètes qui ont fait leur preuve sur ce terrain. Je vais citer par exemple le suivi des engagements internationaux des États est un élément important qui participe à la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Comment se fait le suivi des engagements internationaux des États? Il s'agit au préalable pour les organisations de se constituer en réseau, de travailler en synergie, de mener une étude sur les différents engagements internationaux des États. Parce que on se rend de plus en plus compte que les États s'engagent sur le plan international, mais la mise en œuvre de ces engagements internationaux devient difficile lorsque l'État se sent redevable. Vous vous rendrez compte que, je vais prendre l'exemple de mon pays, le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays qui a ratifié suffisamment les textes. Mais l'application en est une autre chose. Je crois que c'est pareil pour la majorité des États. Vous vous rendrez compte que vis-à-vis des organisations internationales, des institutions internationales, les États ratifient et internalisent même les instruments internationaux en matière des droits de l'homme, de lutte contre la discrimination. Mais, dans la pratique, il y a un très grand fossé. Alors, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? Dans notre cas, on mène des actions de plaidoyer pour le respect des engagements internationaux des États, que nous appelons le suivi du respect des engagements internationaux par les États. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Nous faisons d'abord une étude, c'est-à-dire on fait l'inventaire des engagements internationaux des États, on établit les statistiques, quels sont les engagements les plus respectés, quels sont les engagements qui ne sont pas respectés. Vous vous rendrez compte que en matière de droit politique, les engagements sont de moins en moins respectés. Parce que cela touche la gouvernance au sommet. Cela touche le pouvoir des États. Et vous vous rendrez compte que les droits les plus bafoués sont les droits politiques. Parfois, les droits sociaux ne sont pas tellement... Ce qui ne touche pas le pouvoir de l'État n'est pas souvent... on n'y fait pas souvent tellement allusion. Mais lorsque vous menez une action qui va engager la responsabilité internationale de l'État, qui va engager la violation des droits politiques, vous ferez face à des représailles. Et c'est très important de le savoir, parce qu'il serait important de se poser la question, comment amener les États à respecter leurs engagements internationaux sur le plan des droits politiques. C'est très important de le savoir. Nous l'avons dit que nous procédons par l'établissement des statistiques, le rappel des 10 engagements, parce que le plus souvent, les États oublient de manière manifeste et même volontaire leurs engagements internationaux
lorsque cela est rappelé, je voudrais prendre un autre exemple en matière de la charte africaine pour la bonne gouvernance, la démocratie et les élections, prohibe par exemple la prise de pouvoir, les coups d'État, la prise des pouvoirs par des mécanismes non conventionnels, prohibe par exemple aussi l'interdiction des candidatures, indépendantes aux élections. Mais vous vous rendrez compte que dans certaines constitutions et dans la pratique en matière électorale, les candidats indépendants ont de la peine à prendre part aux élections, alors que les États ont bel et bien ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce qui est donc fait? Que peut donc faire la société civile dans ce processus? Le plaidoyer est important. Et on ne peut pas faire un plaidoyer étant seul. Le plaidoyer seul n'est pas efficace. Le plaidoyer suppose une action en synergie, non seulement pour les ONG nationaux, pour les organisations nationales, mais aussi l'action des organisations internationales, l'action des OING. C'est la raison pour laquelle la collaboration entre les organisations non gouvernementales sur le plan local et les organisations internationales non gouvernementales sur le plan international est pertinente. Parce que dans votre pays, lorsque vous n'êtes pas accompagné par des organisations internationales non gouvernementales, votre action n'est pas assez efficace. Et aussi, nous allons également dire qu'il y a une autre pratique, la pratique des rapports alternatifs. Sur le plan pratique, c'est les études, l'examen périodique universel utilisé par les organisations non gouvernementales. Parce que les États sont soumis à cet exercice devant les Nations Unies. Mais ce que l'État dit, ce n'est pas ce qui se vit, ce n'est pas ce qui est pratiqué. Alors, l'action des ONG, l'action des OING demeure fondamentale pour amener les États à respecter leurs engagements internationaux. Et les leaders d'organisations de la société civile sont parfois victimes du harcèlement des États, même au niveau international. Parfois, vous pouvez vous retrouver humilié dans les couloirs des Nations Unies, peut-être même à la francophonie, parce que les représentants des États perçoivent mal que vous, ONG, arrivez à ce niveau, vous dénoncez des pratiques non conventionnelles, alors que c'est le rôle des ONG pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre les discriminations. Donc, c'est ensemble qu'on peut réussir à mener à bien ces différentes activités. Un autre aspect fondamental, c'est la redevabilité des acteurs, tant au niveau local qu'au niveau national. En contexte de la décentralisation, la pratique de la redevabilité est très importante. Il faut amener les élus locaux, il faut amener les parlementaires à rendre compte. Parfois, vous vous rendrez compte que certains conseils municipaux, certains députés, après les élections, ne rendent jamais compte. Ils reviennent vers les électeurs à l'approche, vers la fin du mandat, parce qu'ils viennent renégocier les prochains mandats. Alors, ils ne peuvent pas vous dire quels sont les engagements. Est-ce que les engagements pris ont été respectés? Non. Quelles sont les actions menées en faveur du respect des droits de l'homme? C'est rare. Qu'ont-ils fait en matière de lutte contre la discrimination?
Rien. Donc, il est important d'éduquer les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les citoyens à la redevabilité en contexte de démocratie, de bonne gouvernance et d'état de droit. Sans la culture de la redevabilité, on ne peut contribuer à la pacification de l'état de droit. Et même la redevabilité, ça commence au sein de nos organisations. Si nous-mêmes ne pouvons pas rendre compte, alors qu'allons-nous enseigner, qu'allons-nous promouvoir sur le terrain? Donc nous avons pensé que les bonnes pratiques, le suivi des engagements internationaux, la redevabilité participe à la promotion, au renforcement de l'état de droit et à la lutte contre les discriminations. Et cela passe par l'établissement des rapports alternatifs, la participation des organisations aux examens périodiques universels par la production des rapports qualitatifs, quantitatifs et conséquents et qui reflètent réellement les actions, les réalités de terrain. Et pour finir, je dirais que la chose la plus importante, c'est le travail en réseau et en synergie. Parce que seul, on ne peut pas promouvoir l'état de droit. On ne peut pas participer au renforcement de l'état de droit. Seul, on ne peut pas efficacement lutter contre les discriminations. C'est aussi l'action de l'OIF est fondamentale pour la protection des acteurs, pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et pour la protection, pour l'appui aux organisations de la société civile dans ce sens. Je vous remercie.